Une interface cerveau-machine désigne un système de liaison directe entre un cerveau et un ordinateur, permettant à un individu d'effectuer des tâches sans passer par l'action des nerfs périphériques des muscles. Ce type de dispositif permet de contrôler par la pensée un ordinateur, une prothèse ou tout autre système automatisé sans solliciter ses bras, ses mains ou ses jambes. En d'autres mots, cette technologie étudie les ondes du cerveau afin d'assister, d'améliorer ou de réparer des fonctions humaines de cognition ou d'action défaillantes. En 1924, Hans Berger fait la découverte des EEG. Ce dernier fait la corrélation entre les activités du cerveau et les maladies du cerveau. Lors de ses recherches, Berger analyse des personnes ayant des diagnostics variés, des personnes épileptiques, des personnes atteintes de démence et des personnes en santé. En 1973, le professeur Jacques Vidal, l'inventeur de l'interface cerveau-machine, lance le défi du BCI, qui consiste à contrôler un objet en utilisant des EEG. Il existe 3 types d'implants ayant chacun leurs avantages et leurs inconvénients, qui sont en mesure de décoder l'activité cérébrale et de la transformer en instructions numériques. Le premier type est l'implant non-invasif, aussi appelé casque extracrânien. Il utilise la technologie de l'électroencéphalogramme. Cette technologie est la plus économique et la plus facile à mettre en œuvre des 3 types puisque le casque est simplement porté sur le cuir chevelu. Toutefois, les ICM non-invasifs offrent une faible résolution car le signal de l'onde cérébrale est altéré par la traversée de la boîte crânienne. La précision du signal ne se fait donc pas au niveau des neurones uniques, mais plutôt d'un groupe de neurones, ce qui fait en sorte que le procédé est lent. Par exemple, après un entraînement expérimental de plusieurs mois, il fallait toujours plus d'1 heure pour écrire 100 caractères. Le deuxième type est l'implant partiellement invasif ou intracrânien de surface. Il utilise la technologie de l'électrocorticographie qui mesure l'activité électrique à la manière de l'électroencéphalographie, mais grâce à des électrodes placées à l'intérieur de la boîte crânienne entre la dure mère et le cortex. Cette technologie offre une bonne résolution spatiale, un rapport signal-bruit faible, une large réponse en fréquence et nécessite moins d'entraînement que le EEG extracrânien. Elle présente également moins de risques cliniques que l'implant invasif. Il s'agit donc d'un meilleur compromis. Finalement, le troisième type est l'implant invasif ou intracrânien. Il utilise la technologie des LPF et des spikes. Un LPF, Low Pass Filter, est un filtre qui laisse passer la basse fréquence et atténue les hautes fréquences, tandis qu'un spikes fait complètement l'inverse. Étant connecté directement à la matière grise grâce à la neurochirurgie, l'implant invasif, ayant un réseau de 100 microélectrodes qui seront reliés aux neurones responsables du mouvement des membres, offre en théorie une qualité de signal supérieure. Cependant, en pratique, il devient parfois enquisté, ce qui réduit la qualité du signal, voire l'annuler complètement, et peut engendrer des complications médicales. Les interfaces cerveau-ordinateur fonctionnent selon un parcours bien précis afin que les signaux captés par les implants puissent être transmis à l'ordinateur. Le signal émis par le cerveau est transmis aux capteurs qui, eux, transforment l'activité neuronale en flux électrique. Ensuite, ce flux électrique est dirigé vers un amplificateur qui transforme les signaux en instructions numériques afin que l'ordinateur puisse les traiter. Dans un vocabulaire plus technique, le signal source provient de la neurone, est envoyé à un transducteur qui transforme le signal physique, provenant du corps, en un signal électrique. Le signal électrique est alors amplifié, filtré, isolé, pour finalement être linéarisé. Ce parcours permet au signal d'être converti et de passer d'un signal en microvolts à un signal en hertz afin d'être traité visuellement par l'ordinateur. Les signaux saisis par les capteurs de façon continue sont envoyés à l'ordinateur qui transforme à l'écran ces ondes cérébrales en petits graphiques individuels à l'aide d'une grille. Lorsqu'une activité neuronale est captée, le flux continu pointe vers le bas. En décortiquant étape par étape, le portrait donne ceci. Le neurone reçoit un message. Il y a ensuite ouverture des canaux qui amènent à l'échange d'ions entre les neurones et l'environnement à l'extérieur de celle-ci, environnement extracellulaire. Le canal se referme ensuite. La rapidité d'échange d'ions amène le seuil à dépasser le seuil normal à la fin de l'activité neuronale. C'est ensuite qu'un système de pompe à l'intérieur des neurones échange des éléments avec l'environnement afin de retrouver l'équilibre. L'implant intracrânien permet à l'usager de diriger une souris sur une interface d'ordinateur.
ce qui lui permet de contrôler divers objets. Ce type d'implant permet également de contrôler des membres robotisés, ce qui éventuellement pourrait permettre d'améliorer grandement la qualité de vie de certaines personnes. Grâce à la stimulation musculaire par des électrodes, les utilisateurs ayant perdu certaines fonctions moteurs pourront retrouver un semblant de dextérité fine. Malheureusement, une technologie comme celle-ci ne vient pas sans son lot de problématiques. L'insertion des électrodes intracrâniennes étant très complexe, il y a un risque d'endommager davantage le cerveau, ce qui pourrait mener à une perte de sens et de sensation moteur. Les implants intracrâniens sont aussi sujets à la calcification, c'est-à-dire qu'au fil du temps, de la matière biologique vient s'attacher aux électrodes, ce qui réduit la qualité des enregistrements à long terme. Plusieurs équipes de recherche, dont une collaboration entre l'Université McGill et Johns Hopkins, travaillent actuellement sur le développement d'une technologie pouvant régler ce problème. La plasticité du cerveau est également un problème pour ce type de technologie. En effet, puisque la connexion neuronale du cerveau sont en constant changement, la calibration des appareils doit être faite fréquemment et les usagers doivent être assidus dans leurs entraînements. Bien que ce soit une technologie encore peu développée, on peut imaginer que l'ICM servira dans l'assistance physique, mais aussi dans des domaines extrêmement poussés, comme la télépathie synthétique. L'armée américaine a d'ailleurs investi des millions pour le développement de la télépathie synthétique dans l'objectif de performer sur le champ de bataille et dans des opérations classées secrètes. Il y a de fortes chances que le domaine des jeux vidéo développe plus rapidement cette technologie que le domaine de la santé, tout simplement parce qu'il s'agit d'un domaine privé. Ces nouvelles interfaces entre l'homme et les machines suscitent bien des questionnements sur le plan éthique. Comment garantir une égalité de traitement pour tous les malades compte tenu du coût très élevé d'un tel dispositif? On peut déjà imaginer une accessibilité difficile pour les gens moins fortunés. Est-ce éthique de tester sur des animaux dans le but d'améliorer la qualité de vie des hommes? Comment distinguer la responsabilité de l'homme de celle de la machine lors de défauts de fonctionnement de l'ICM? La machine sera-t-elle en mesure d'influencer le cerveau et donc la pensée? L'Agence de biomédecine, qui régit les prélèvements et les greffes corporelles, travaille actuellement à évaluer ce qui est éthiquement acceptable ou non.